L'objectif de ce module sur l'introduction en Astran est de vous faire développer les aptitudes à utiliser un code de calcul par élément fini commercial. On a choisi Nastran, on aurait pu en choisir un autre. Pratiquement tous les codes d'éléments finis se ressemblent sur les principes de base. Ce qui va changer d'un code de calcul d'éléments finis à l'autre sont peut-être l'ergonomie du code de calcul, mais ça repose principalement sur la même théorie. Donc l'objectif de ce module, c'est de prendre la main assez rapidement, même si on n'a pas encore défini tous les concepts euh, théoriques du cours d'éléments finis, de commencer à jouer avec le code et de découvrir de façon peut-être un peu ludique ou un peu instinctive certains concepts qu'on va prendre le temps de bien définir par la suite lorsqu'on abordera peut-être la partie un peu plus théorique du cours. Donc commençons déjà sur qu'est-ce que c'est Nastran ou un peu d'historique. Donc Nastran a été développé par la NASA dans les années 60, a été commercialisé en 1969, donc c'est un code de calcul qui a déjà plusieurs années de service et c'est un code de calcul qui est développé et maintenu et constamment amélioré. C'est le programme le plus largement utilisé dans l'industrie aérospatiale. Les ingénieurs sont formés sur Nastran depuis des années. Et originalement, le code de calcul n'avait pas d'interface graphique, c'est-à-dire que la géométrie était générée à la main, c'est-à-dire qu'on entrait la position des nœuds, qu'on entrait toutes les commandes. Et le modèle d'élément fini est en fait un fichier texte avec des commandes qui sont interprétées par le programme. Donc on pourrait dire que Nastran, d'un certain point de vue, c'est un langage de programmation très évolué où l'ingénieur peut entrer des concepts physiques, des concepts géométriques et le code va ressortir une solution. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le code produit un fichier texte qui est un fichier de commande et même dans l'industrie actuellement, même quand les ingénieurs ont des interfaces graphiques pour générer les géométries, la plupart d'entre eux vont aller éditer le code, le fichier texte à la main pour s'assurer que toutes les commandes entrées sont celles qu'ils souhaitent voir exécutées. Donc c'est pour ça que dans le cours ici, on va commencer à vous faire utiliser Nastran, non pas par son interface graphique, mais bien par son interface de fichier en ligne de commande, qui vous permet de bien comprendre ce qui se passe dans le code de calcul. Et la prochaine étape, une fois qu'on a bien compris ça, après ça, on peut travailler avec une interface graphique qui est une couche au-dessus du fichier de commande. Donc, il existe une suite de logiciels qui est basée sur Nastran. Donc, Patran, c'est un programme, un préprocesseur, donc c'est-à-dire l'interface graphique qui va nous permettre de dessiner la géométrie, puis par la suite coller des nœuds, coller des éléments finis sur cette dernière. Cette interface permet aussi d'intégrer des géométries qui pourraient venir de programmes comme Katia pour Engineer ou des fichiers iGest qui vont définir toute la géométrie de la structure. Donc, les logiciels de préprocesseurs sont très poussés, donc il y en a de plus en plus sur le marché. Dans le cours ici, on vous fera aussi utiliser une suite d'outils de pré-traitement de calcul par élément fini. Donc le fichier de commande de Nastran comprend 3 sections obligatoires. Sans elle, on ne peut pas rouler le calcul. Donc la première section, c'est le Executive Control Section. Donc cette section sert à déterminer le type d'analyse qu'on va conduire. Est-ce que ce sera une analyse statique, une analyse de fréquence naturelle, une analyse de flambement? L'identification du calcul, donc quel nom on donne au calcul. La limite de temps allouée par l'ordinateur, donc ça c'est peut-être plutôt un artefact. Maintenant, on a des ordinateurs qui calculent de plus en plus vite, donc le temps de calcul, dans certains cas, peut devenir quelque chose d'optionnel. Et cette section-là se termine toujours par la commande cend. Par la suite, le Case Control Section. Donc ça, c'est la partie qui contrôle le type de résultat que vous voulez obtenir suite à l'analyse. Permet aussi d'activer ou désactiver des chargements dans votre structure. On verra comment on utilise ça un peu plus tard dans le cours du trimestre. Et le Case Control Section se trouve toujours en sandwich entre l'Executive Control Section et le Bulk Data Section. Le Bulk Data Section, c'est la section où on va définir toutes les commandes de notre problème d'éléments finis. Donc, cette commande-là commence par begin bulk et se termine par end data. Encore une fois, toutes ces commandes sont obligatoires. Cette section contient la définition de tout le modèle, c'est-à-dire les nœuds, les éléments finis, les propriétés, les forces, les déplacements, etc. Les commandes peuvent être entrées dans n'importe quel ordre dans le bulk data section, donc il n'y a pas d'ordre préférentiel. Quoique dans le cours ici, on va vous donner certaines guides pour écrire des fichiers qui sont lisibles, donc bien ordonner les choses dans un ordre qui soit logique.
Et c'est évidemment la partie la plus volumineuse du fichier de commande parce que c'est elle qui contient tous les éléments finis, toute la géométrie du problème que vous voulez définir. Donc, quelques exemples où on peut discuter des commandes à discuter qui sont basées sur ce que vous ferez dans le TP numéro 1. Donc, si on regarde dans le TP numéro 1, le Executive Control Section, on a ces commandes-là ici, donc qui se terminent évidemment par la mention ici CEND. Donc, on a ici que la première commande ID définit le nom du calcul. Donc, dans ce cas-là, c'est le TP numéro 1, élément fini. On demande une solution de type 101. Donc, la solution de type 101, bon, il faut avoir le guide d'instruction, mais c'est une solution d'analyse statique. Et on demande que le temps de calcul en minutes soit pas plus grand que 1 minute. Le Case Control Section donc, nous permet de donner un titre ou un sous-titre à notre analyse. Donc ici, les commandes title et subtitle nous donnent donc le titre et les quantités qui apparaîtront dans le fichier des résultats. Les commandes SPC et load nous disent que le code va prendre tout ce qu'on a étiqueté à 100 pour SPC. SPC, ça correspond au déplacement qu'on a imposé sur la structure. Et il va activer aussi tous les chargements qu'on a étiquetés à 200. On verra un peu plus tard dans les transparents comment on définit des déplacements et comment on définit les forces sur la structure. Par la suite, la suite de commandes nous liste les résultats qu'on veut que le code de calcul nous ressorte. Donc, par exemple, on veut les réactions aux appuis, les déplacements, les forces dans les éléments et les contraintes que le code de calcul peut calculer. Le Bulk Data Section, donc encore une fois, ce sont toutes les commandes qui servent à définir le modèle d'éléments finis et les prochaines séances ou les prochaines capsules vont viser justement à expliquer chacune des commandes qui sont importantes pour le cours d'éléments finis en mécanique des solides. Donc, quelques conventions maintenant sur Nastran. Donc, dans Nastran, on va utiliser des nombres entiers pour déterminer des forces et des degrés de liberté. Par exemple, on aura pour le déplacement que translation en X, Y et Z et rotation en X, Y, Z sont nommés par les entiers dans cet ordre-là 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans Nastran, si on veut faire référence aux translations selon X et Z et la rotation autour de Y, on écrira dans le champ nécessaire 1, 3 et 5. Ça voudrait dire que ça fait référence à TX, TZ et RY. On aura évidemment le même type de classification pour les forces. Donc, pour les forces, on aura trois composantes axiales, 3 composantes de moment, qui suivent encore la même suite 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour les composantes X, Y et Z. Maintenant, première commande de Nastran qui sert à définir les nœuds, donc qui sert à définir la géométrie du problème. Les nœuds sont définis à l'aide de la commande grid. Donc, regardons la commande ensemble. Donc, premier champ grid pour mentionner la commande. ID, c'est le numéro du nœud. CP, ça pourrait être un système de coordonnées utilisé pour placer le nœud. Dans le cours ici, on utilise toujours le système de coordonnées global. Donc, on va laisser ce champ libre pour l'instant. Les coordonnées du nœud, donc la position du nœud dans le système d'axe CP, qui dans notre cas va être le système d'axe global. Donc, ce sont ici des réels qu'on va entrer. CD, ça serait un système de coordonnées dans lequel on voudrait exprimer des degrés de liberté et des chargements. Ça peut être utile lorsqu'on a des plans inclinés ou des choses comme ça, mais dans le cours ici, on ne va pas l'utiliser. Les PSPC, ce sont les degrés de liberté que l'on va fixer à 0, qu'on va sortir de l'analyse. On viendra là-dessus un peu plus tard. Et SEID, c'est une commande avancée qu'on n'utilisera pas dans le cours qui est ici. Par exemple, dans le cadre du TP1, on retrouve la commande grid 11 avec les chiffres qui sont là. Si on analyse cette commande basée sur l'énoncé de la commande ici, on voit qu'on est en train de définir le nœud numéro 11. Ce nœud-là, sa position va être exprimée ici dans le repère global. On a laissé le champ libre. Et ce nœud-là a une coordonnée en X de 0, une coordonnée en Y de moins 480 et une coordonnée en Z de 0. Remarquez que pour l'instant, on n'a encore défini aucune unité dans notre modèle. On va expliquer l'utilisation ou la gestion des unités un peu plus tard dans le cours. Maintenant, les degrés de liberté qui sont exprimés, qui sont fixés à 0 sur ce nœud-là sont les degrés 1, 2 et 6 qui correspondent aux translations en X et en Y et en Z.
Donc, si on regarde dans le TP numéro 1, on retrouve la structure suivante. Donc, ça, c'est extrait du TP numéro 1. Et lorsqu'on parle des degrés de liberté 1, 2 et 6 qui sont fixés à 0, quand on regarde notre repère global, donc c'est-à-dire que dans ce problème-là, on suppose qu'en chacun des nœuds, il n'y aura pas de déplacement en X, il n'y aura pas de déplacement en Y, et il n'y aura pas de rotation autour de Z dans ce problème-là. Donc, ce qui nous intéresse dans ce problème ici, si on se rappelle la structure du TP numéro 1, c'est une structure ici où on aura des dalles de béton, et ce qui va faire en sorte, c'est que notre structure ici ne va qu'entrer en flexion à la fois autour de l'axe des X et autour de l'axe des Y. Donc, dans ce problème-là, on aura de la rotation autour de X, de la rotation autour de Y et aussi un déplacement dans la direction des Z. Tout ça, c'est dans le repère global de la structure.